Au cœur du prospère royaume de Zanda régnait une beauté aussi légendaire que la cruauté qui l'accompagnait. La princesse Nasha. Son visage était une œuvre d'art divine, mais son cœur, une forteresse de glace impénétrable, et son plus grand divertissement était un jeu sadique qu'elle jouait avec l'âme des hommes. Des guerriers qui avaient affronté des armées tremblaient sous son regard. Des marchands qui négociaient des empires offraient leurs fortunes en vain. Et des princes de royaumes lointains s'agenouillaient, seulement pour voir leur cœur orgueilleux brisé par son mépris acéré. Pour Nasha, chaque prétendant était un nouveau défi, une nouvelle occasion de prouver la fragilité masculine et de se délecter de la douce musique de sa propre invincibilité. Assistant à tout cela depuis son trône, son père, le roi Tempo, ne voyait pas une fille forte, mais une prisonnière dans une tour de solitude qu'elle avait elle-même construite. Désespéré de briser le sort de son arrogance et d'assurer l'avenir de la lignée, il lança un décret qui résonna aux 7 coins du monde, la moitié de son royaume et la main de sa fille à l'homme qui, par miracle ou par mérite, parviendrait à faire fondre la glace et à conquérir véritablement le cœur de la princesse Nasha. Le décret du roi n'attira pas des prétendants, mais plutôt une marée de cupidité et d'orgueil qui se brisa contre les murailles du palais. La promesse de pouvoir et de richesse était un nectar irrésistible, et la salle du trône se transforma en une scène pour les plus variés spectacles de vanité. Nasha, plus affûtée que jamais, éprouvait un plaisir sombre à observer sa nouvelle récolte d'admirateurs. Elle voyait clair dans chaque compliment forcé, chaque cadeau calculé et chaque promesse vide. À un duc de vaste terre, elle demanda s'il aimerait davantage, elle ou les frontières que son royaume annexerait, le laissant muet de honte. À un poète célèbre, elle demanda de décrire la couleur de son âme, et non celle de ses yeux, et il bégaya jusqu'à se retirer. Chaque échec était une victoire publique pour la princesse, mais pour le roi Tempo, c'était un coup de poignard silencieux. Il voyait l'éclat dans les yeux de sa fille se durcir, la muraille autour de son cœur gagner une nouvelle couche de pierre, et il craignait que sa tentative de la sauver ne la condamne en réalité à une éternité de solitude amère et victorieuse. C'est alors, quand l'espoir dans le royaume s'amenuisait déjà et que le silence résigné envahissait la salle du trône, qu'une silhouette apparut à l'entrée, se distinguant non par son opulence, mais par son absence. L'homme qui se présenta s'appelait Genot. Il ne portait ni soierie, ni brocart, seulement les vêtements simples d'un voyageur, et n'amenait avec lui ni garde ni cadeau, seulement une quiétude qui semblait absorber tout le son autour de lui. Ses pas étaient fermes et sans hâte, et ses yeux, d'une profondeur déconcertante, ne balayèrent pas la salle avec l'admiration nerveuse des autres, mais se posèrent directement sur la princesse avec un calme qui frisait l'impossible. En s'arrêtant devant le trône, il ne s'inclina pas. Ce simple acte, ou son absence, fut une rupture de protocole si profonde qu'un soupir collectif parcourut la cour. Pour la première fois, Nasha sentit la pointe d'une offense, mais, étrangement, elle ne trouva pas la colère habituelle pour riposter. Elle ne trouva qu'un silence en miroir, une curiosité qui la laissa momentanément désarmée et vulnérable. Retrouvant son masque de mépris, Nasha pencha la tête, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Et que cherche un homme sans terre, sans titre, ni même sans bonnes manières à ma cour? Es-tu venu offrir ton insignifiance comme récompense ?» La cour retint son souffle, attendant l'humiliation qui allait certainement suivre. Genot, cependant, ne flancha pas. Sa réponse ne fut pas un cri, mais un murmure qui résonna plus fort que n'importe quel tonnerre. « Je ne suis pas venu pour prouver ma valeur à la princesse, dit-il, sa voix sereine tranchant la tension. Je suis venu pour déterminer si la princesse est digne de la mienne. » Le choc fut comme une vague qui pétrifia tout le monde, y compris le roi. Nasha sentit le sol sous son trône trembler. Cet homme ne jouait pas son jeu. Il venait de retourner l'échiquier. Dans une impulsion qu'elle ne comprit pas, mue par une force mêlant fureur et une fascination terrifiante, elle se leva et déclara à l'étonnement de tous: « Très bien,
Tu auras ta chance de m'évaluer. Tu passeras la nuit dans mes appartements. Ce sera ton premier et dernier test. La nuit tomba sur le palais comme un manteau de secret, et dans les appartements royaux, la tension était palpable. La chambre de Nasha était un sanctuaire de luxe, avec des soieries qui coulaient comme des rivières et des bijoux qui brillaient comme des étoiles captives. Mais cette nuit-là, elle ressemblait davantage à une arène. Nasha, et confiante sur son territoire, lança son assaut. Elle se déplaçait avec la grâce d'une panthère, sa voix un doux poison, tissant des provocations et testant ses défenses. Elle se moqua de ses vêtements simples, mit en doute sa lignée et exhiba sa propre beauté comme une arme, attendant un aperçu de désir, de colère ou de convoitise dans ses yeux, toute émotion qu'elle pourrait manipuler. Cependant, Jeannot resta immobile dans un fauteuil, un oasis de calme au milieu de sa tempête. Il refusa le vin, ignora les mets délicats et le plus exaspérant de tout, l'observa non pas comme un homme observe une femme, mais comme un sage observe une enfant têtue, voyant à travers le spectacle la fragile vérité en dessous, ce qui la laissa de plus en plus exposée et furieuse. Les heures s'écoulèrent et l'arsenal de Nasha s'épuisa. Son sarcasme devint fragile, ses poses de pouvoir lui parurent ridicules à elle-même. Épuisée et frustrée, elle s'arrêta finalement devant lui, le souffle court. « Tu ne dis rien? Tu ne fais rien? Es-tu un homme ou une statue ?» cracha-t-elle, la voix chargée d'une vulnérabilité qui la terrifia. C'est alors que Jeannot parla, et ses mots ne furent pas une défense, mais un miroir. « Je vois une reine sur un trône de peur, dit-il doucement, gouvernant un royaume d'un seul habitant, toi-même. Ta couronne est lourde de solitude, et ta force ne vient pas de briser les autres, mais de la terreur que quelqu'un voit à quel point tu es déjà brisé. » Chaque mot frappa. Nasha comme un coup physique, démolissant les murailles qu'elle avait mis toute une vie à construire. Pour la première fois, quelqu'un ne regardait pas la princesse, mais voyait la jeune fille perdue derrière le masque. Et, à son grand choc, une unique et chaude larme traça un chemin sur son visage, le premier fleuve à dégeler le paysage glacial de son âme. Cette unique larme fut la brèche dans le barrage, et bientôt, un déluge d'émotions que Nasha avait étouffé toute sa vie remonta à la surface. L'orgueil qui était son armure se réduisit en poussière et elle s'effondra, non pas de manière dramatique, mais avec le poids silencieux d'une statue qui cède finalement à l'érosion du temps. Elle se recroquevilla sur le sol, au milieu des soieries et des tapis qui semblaient soudain se moquer de leur opulence. Et elle pleura. Elle pleura pour la solitude, pour la peur qui la motivait, et pour la petite fille qui avait un jour appris qu'il était plus sûr d'être crainte que d'être aimée. Jeannot ne s'approcha pas pour la réconforter d'un contact, car il savait que ce serait une intrusion. À la place, il resta comme un phare, sa présence une promesse silencieuse qu'elle ne se noyait pas seule. Il lui offrit le cadeau le plus rare que quelqu'un lui ait jamais offert, l'espace pour être fragile sans être jugé. Et dans ce silence respectueux, Nasha sentit la glace dans ses veines fondre complètement, laissant place à une chaleur qui se propageait depuis sa poitrine, une sensation si nouvelle et si bouleversante qu'elle la reconnut à peine comme la naissance de l'amour. Le reste de la nuit, ils parlèrent, et les mots de Nasha, autrefois des lames acérées, devinrent des ponts fragiles qu'elle tendait vers lui. Elle parla du poids de sa couronne, de l'attente d'un royaume et du vide qu'elle ressentait en voyant tout le monde la regarder comme un prix, jamais comme une personne. Pour la première fois, elle ne jouait pas un rôle, elle ne mesurait pas l'impact de ses phrases, elle était simplement. Jeannot, de son côté, écoutait avec une intensité qui validait chacune de ses douleurs. Il n'offrait pas de solution, mais des perspectives, parlant de la façon dont les fissures sont ce qui permet à la lumière d'entrer et que la vraie force n'est pas l'absence de blessures, mais le courage de les montrer. Alors que les premiers rayons de soleil peignaient le ciel de Zanda, il n'était plus une princesse et un challenger. Ils étaient deux âmes qui s'étaient rencontrées dans l'obscurité. Nasha regarda le visage serein de Jeannot, illuminé par l'aurore, et sut qu'elle n'avait pas été vaincue, elle avait été libérée.
L'amour qu'elle ressentait était calme, profond et absolu. Une certitude qui réécrivit toute son existence dans ce bref et infini espace d'une nuit. Quand les portes de la salle du trône s'ouvrirent, un silence choqué balaya la cour réunie. Ce n'était pas la princesse de glace qui marchait vers son père, mais une femme dont la sérénité irradiait une chaleur inconnue. L'arrogance de son maintien avait été remplacée par une grâce douce, et le mépris dans son regard avait cédé la place à une lumière tendre et profonde que personne n'avait jamais vue. À ses côtés, marchant d'un pas égal, se trouvait Géno, et la façon dont elle se tenait près de lui, la manière dont leurs regards se croisaient, racontait une histoire plus éloquente que n'importe quel mot. Il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, mais deux moitiés d'un tout. Les ministres et les nobles qui s'attendaient à voir un homme détruit ou une princesse triomphante observaient bouche bée, incapables de comprendre la transformation. Du haut de son trône, le roi Tempo sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était le miracle pour lequel il avait prié en secret. Sa fille n'avait pas été conquise, elle avait été trouvée, et la joie qui explosa dans sa poitrine était aussi vaste que le royaume lui-même. Le cœur débordant d'un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le roi Tempo se leva, sa voix résonnant d'une émotion sincère qui émut tout le monde. « Le défi a été relevé !» clama-t-il, et un murmure d'étonnement et de célébration commença à grandir dans la foule. Cet homme, Géno, a réussi ce qu'aucun autre n'a pu. Il a vu l'âme de ma fille et en retour, elle lui a donné son cœur. Conformément à ma parole, je lui accorde la moitié de mon royaume et la main de la princesse Nasha en mariage. La cour applaudit, mais le son s'éteignit. Rapidement dans l'air, Géno, avec un calme qui parut soudain terriblement triste, leva une main. Il se tourna vers Nasha et lui lança un regard qui contenait un univers d'amour et de douleur, avant de faire face au roi. « Votre générosité est immense, Majesté, » dit-il, sa voix ferme, mais chargée d'un poids sombre. « Mais je ne peux accepter votre récompense. » Le silence qui suivit fut absolu et terrifiant. Et dans le cœur de Nasha, la chaleur de l'amour nouvellement découvert fut touchée par la première pointe d'une peur glaciale. « Géno, qu'est-ce que cela signifie ?» La voix de Nasha trancha le silence, non plus celle d'une princesse, mais celle d'une femme dont le monde était sur le point de s'effondrer. Le royaume n'a pas d'importance. La récompense, c'est toi. Elle se plaça à ses côtés, la confusion et la peur se livrant bataille sur son visage. Géno ne la toucha pas, sachant que le contact ne la blesserait que davantage. « Mon amour, je ne suis pas venu chercher une récompense, » dit-il, sa voix maintenant une douce complainte. « Je suis venu accomplir un destin. Il existe une ancienne prophétie, oubliée par le temps, qui parle de la princesse au cœur indomptable. La légende dit que l'homme qui la libérerait de sa prison d'orgueil ne serait pas un roi à ses côtés, mais bien le sacrifice. Le prix pour déverrouiller son cœur était, et a toujours été, la vie de celui qui tenait la clé. » Le roi Tempo chancela en arrière, le visage blême d'horreur, comme si un fantôme de son passé s'était matérialisé pour réclamer une dette oubliée. La joie d'il y a quelques instants se transforma en cendre, et il réalisa, avec une clarté anéantissante, que son décret n'avait pas invité un sauveur, mais avait activé une malédiction. À l'instant même où les derniers mots de la prophétie quittèrent de ses lèvres, l'air autour de Géno commença à briller d'une lumière dorée et éthérée. Son corps, autrefois si solide et présent, commença à se défaire. D'abord, le bout de ses doigts, puis ses mains, se transformant en une poussière scintillante qui flottait doucement vers le sol. Un cri d'agonie pure s'échappa de la gorge de Nasha, un son si désolant que la pierre même du château sembla pleurer. Elle se jeta en avant, essayant désespérément de le retenir, de l'étreindre, mais ses bras traversèrent sa forme lumineuse comme s'il était un fantôme de lumière. Il était là, mais en même temps, il n'y était déjà plus. Tandis que son corps s'évanouissait, il ne la quitta, jamais des yeux, son amour une ancre au milieu de la tempête de sa propre inexistence. « Ne te lamente pas, Nasha », sa voix résonna, plus dans son esprit qu'à ses oreilles. «
connaître ton vrai toi. Ce fut ma récompense. Ce fut ma vie entière. La femme qui s'enorgueillissait de sa force, qui riait de la faiblesse des hommes qui l'imploraient, était maintenant à genoux sur le sol froid de marbre, faisant exactement ce qu'elle avait juré de ne jamais faire. « Non !» supplia-t-elle, la voix déchirée par la douleur. « Ne me quitte pas, reste s'il te plaît, je t'en supplie. » Ces mots s'adressaient au vent, à un destin sourd et cruel. Elle tendit ses mains tremblantes, essayant inutilement de rassembler les grains de lumière dorée qui étaient tout ce qui restait de l'homme qu'elle aimait, mais ils glissaient entre ses doigts comme du sable fin. Le visage de Génaud fut la dernière chose à se défaire, son sourire serein, une promesse de paix qu'elle sentit qu'elle ne connaîtrait plus. Jamais. Puis, avec un dernier éclat doux, il disparut. Le silence qui s'abattit sur la salle du trône n'était pas seulement l'absence de son, c'était une présence physique, un vide lourd et écrasant où il y avait eu de l'espoir. La poussière d'étoiles qui avait été un homme se déposa sur le sol et le monde de Nasha prit fin avec lui. Pendant un long moment, personne ne bougea. Nasha resta immobile, une statue de deuil au centre de la salle, les yeux fixés sur le vide. Les larmes avaient séché, remplacées par une désolation si profonde qu'elle en était un abîme. La cour, paralysée par l'horreur et la pitié, regardait la silhouette de leur princesse et ne la reconnaissait pas. La femme radieuse qui était entrée ce matin-là, ressuscitée par l'amour, était morte sous leurs yeux. Le roi Tempo, courbé sur son trône, semblait avoir vieilli d'un siècle. Chaque respiration était un fardeau de culpabilité, car il voyait clairement que sa quête désespérée d'un gendre était devenue le bûcher funéraire du bonheur de sa fille. Dans ce silence monumental, quelque chose à l'intérieur de Nasha se brisa de manière irrévocable. La flamme que Génaud avait allumée dans son âme ne s'éteignit pas. Elle fut arrachée, laissant derrière elle un vide sombre et glacial. La princesse vibrante et orgueilleuse de Zanda cessa d'exister, et à sa place, une ombre silencieuse commença à s'élever. Les années qui suivirent à Zanda furent marquées par un silence profond qui émanait du trône lui-même. Le roi, Tempo, consumé par la culpabilité, se languit dans sa tristesse et s'éteignit, laissant le royaume aux mains de la fille qu'il avait involontairement condamnée. Nasha devint reine, mais son règne fut différent de tous les autres. Elle ne prononça plus jamais un seul mot en public. Ses décrets étaient écrits sur des parchemins d'une calligraphie élégante et ferme. Ses décisions étaient justes et sages, mais dépourvues de toute passion. Le palais, autrefois lieu de fête et d'intrigue, devint un monastère solennel. La reine flottait dans ses couloirs comme une apparition, sa beauté intacte, mais froide comme celle d'une étoile lointaine. Elle était une souveraine fantôme, présente par son autorité, mais éternellement absente en esprit. Les prétendants qui avaient un jour rêvé de son amour n'osaient même plus rêver de son regard, car ses yeux gardaient un horizon que personne d'autre ne pouvait voir. Un deuil perpétuel pour un amour qui n'avait duré qu'une nuit, mais qui avait coûté une vie entière de son. Pour le monde, la reine Nasha était une coquille vide, une beauté tragique perpétuellement en deuil. Mais dans son âme, où personne ne pouvait entrer, elle n'était pas vide, elle était infiniment pleine. Dans son esprit, elle vivait et revivait chaque seconde de cette nuit sacrée avec Génaud. Ses paroles étaient l'évangile qui guidait ses pensées, la chaleur de sa compréhension était le seul soleil qui la réchauffait. Peu après son départ, elle avait recueilli chaque particule de la poussière dorée sur le sol de la salle du trône et l'avait conservée dans un petit reliquaire de cristal qu'elle portait sous ses vêtements, collé à son cœur. Parfois, dans la solitude de ses appartements, elle l'ouvrait et observait la poussière scintiller, sentant sa présence d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Son silence n'était pas une punition, mais un bouclier sacré. C'était la seule façon de protéger la pureté de ce souvenir, de garder son amour pour Génaud dans un sanctuaire intérieur, intouché par le monde bruyant et superficiel qu'elle gouvernait désormais de loin. Au fil des décennies,
L'histoire de la princesse Nasha et du Challenger silencieux cessa d'être un souvenir tragique pour devenir la légende fondatrice du nouveau Zanda. C'était un conte murmuré par les grands-mères les soirs de froid, une ballade chantée par les ménestrels dans des tavernes silencieuses. L'histoire servait d'avertissement solennel sur l'arrogance et l'orgueil, enseignant qu'un cœur fermé est une prison plus terrible que n'importe quel donjon. On ne se souvenait pas de Géno comme d'un homme, mais comme d'un esprit envoyé des cieux, une personnification de l'amour véritable, descendu sur terre non pas pour réclamer un prix, mais pour enseigner une leçon inoubliable. La reine silencieuse, dans sa tristesse éternelle, devint le symbole vivant de cette leçon. Son silence n'était pas perçu comme une faiblesse, mais comme la forme la plus profonde de loyauté, une veillée d'amour qui durerait jusqu'à son dernier souffle. Le peuple de Zanda apprit à aimer sa reine pour ce qu'elle représentait, la preuve que le véritable amour ne se mesure pas en années de vie commune, mais dans la profondeur de la transformation qu'il provoque. L'héritage du roi Tempo, en revanche, fut un héritage d'amour et de regret. On se souvint de lui comme d'un père qui, dans son désespoir de voir sa fille heureuse, força la main du destin et, sans le savoir, déclencha la plus grande de toutes les tristesses. Son histoire devint une partie de la légende, un rappel que le cœur a ses propres saisons et que l'amour ne peut être convoqué par décret ni gagné comme un trophée. Des années plus tard, dans l'un de ces rares actes publics qui n'impliquaient pas l'administration de l'État, la reine Nasha ordonna la construction d'un vaste et silencieux jardin au cœur de la ville. Il n'y avait pas de fontaine bruyante ni de pavillon de musique, seulement des chemins sinueux entre des fleurs qui s'épanouissaient en silence. Au centre, sur un piédestal de marbre blanc, se trouvait une unique et délicate fiole de cristal, identique à la sienne, contenant une pincée de poussière dorée, brillant sous le soleil. L'endroit fut connu sous le nom de Jardin de l'Écho et devint un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui cherchaient la paix. Nasha régna pendant 50 ans de paix ininterrompue. Le temps sillonna son visage de la sagesse de l'âge, et bien que ses lèvres restassent scellées, ses yeux contenaient la profondeur d'un océan de souvenirs. Lors de sa dernière nuit, déjà vieille et fragile, sentant la fin approcher, elle congédia ses serviteurs avec un dernier billet. Seule dans ses appartements, la même scène de son unique nuit de bonheur, elle tenait le reliquaire de cristal de ses mains tremblantes. Elle l'ouvrit et observa la poussière dorée de Géno danser sous la lumière de la lune. Pour la première fois en plus d'un demi-siècle, un sourire, sincère et serein, illumina son visage ridé. Elle ne ressentait ni peur ni tristesse, seulement la douce anticipation d'une réunion. En rendant son dernier et doux soupir, la reine ne partit pas vers le vide de la mort, mais vers le son de la voix qu'elle avait gardée dans son silence toute sa vie. C'était la fin de sa veillée, le début de son éternité. Le lendemain matin, lorsque ses suivantes la trouvèrent, elles furent émerveillées de voir l'expression de paix absolue sur son visage. Dans sa main se trouvait le reliquaire ouvert, mais il était complètement vide. La poussière dorée avait disparu. Au même instant, une agitation s'empara de la capitale. Au centre du jardin de l'Écho, la fiole de cristal sur le piédestal, qui avait gardé pendant des décennies un simple échantillon symbolique de la poussière, débordait maintenant d'une lumière dorée et pulsante. La poussière s'était multipliée par 1000, tourbillonnant comme une galaxie miniature, émettant une chaleur douce et une mélodie silencieuse que tous dans le jardin pouvaient sentir dans leur âme. Pour le peuple de Zanda, il n'y avait aucun doute. C'était un miracle. La reine avait enfin retrouvé son amour perdu, et leur union était si puissante que leur essence était revenue pour bénir la terre qu'elle avait gouvernée avec sa loyauté silencieuse. Et ainsi, la légende de la reine silencieuse devint immortelle, une leçon gravée à jamais dans le cœur de Zanda. Elle nous enseigne que l'orgueil construit la plus solitaire des prisons, et que la vulnérabilité, bien qu'effrayante, est la seule clé de la véritable liberté et connexion. L'histoire de Nasha nous force à nous interroger sur ce que signifie réellement gagner et perdre.
Elle a connu l'amour le plus vrai du monde pendant moins d'un jour et a payé avec une vie de silence. Pourtant, la force de cet amour l'a guidée et soutenue, transformant sa douleur en sagesse et son deuil en un héritage de paix. La véritable tragédie, peut-être, n'est pas de perdre un grand amour, mais de vivre une vie entière sans jamais trouver quelque chose digne d'être perdu. L'écho de l'amour de Géno dans le cœur de Nasha fut, en fin de compte, plus puissant et durable que n'importe quel mot ne pourrait jamais l'être, prouvant que les plus grandes histoires d'amour ne sont pas celles qui se terminent par « et ils vécurent heureux », mais celles qui résonnent pour l'éternité.